Bonjour et bienvenue dans le podcast Hypnose et compagnie. Je suis Anna Gallet et aujourd'hui je reçois Fabienne Dupuige. J'ai pas fait de podcast depuis presque un an, donc je suis en remise en marche. Je ne sais pas du tout si cette remise en marche marchera longtemps, mais j'ai des petites idées de changement sur le podcast. Je pense que il va devenir un podcast à deux avec une collègue et amie que j'adore. Nous verrons. Il y a plein de surprises qui arrivent en tout cas. Donc aujourd'hui, je reçois Fabienne Dupuige, qui est coach professionnelle, formatrice et fondatrice de l'École de l'argent à Marseille. Elle a fait 25 ans dans l'administration de structures culturelles et puis ensuite elle a fait un gros virage. Maintenant, elle accompagne depuis plus de 10 ans des femmes à transformer leur relation à l'argent. Donc c'est pas juste équilibrer un budget, optimiser une épargne ou faire 10 000 cas par mois, ce qui n'est pas du tout sa promesse, mais c'est aussi aller voir ce que l'argent réveille en nous, ce que ça dit de nos rapports avec nous-mêmes, aux autres, au fait de donner, de recevoir, etc. Et ce que j'ai aimé, moi, dans son travail, c'est qu'elle s'adresse aux femmes, mais sans les infantiliser, et puis en remettant une dimension systémique dans son travail, et pas juste individuelle, nos croyances, comment on s'est construit. Tout ça ne suffit pas à expliquer nos comportements, et notamment par rapport à l'argent. Il faut savoir que les femmes mariées ont eu accès à leur propre compte en banque que à partir de 1965, ce qui est quand même extrêmement tard, extrêmement récent aussi. Et qu'elles ont, il y a eu une obligation de verser le salaire sur le compte du nom du salarié, donc de la salariée, avec la loi Rixain qui date de 2021. Donc finalement, les femmes et l'argent, c'est pas si simple que ça et ça s'explique aussi par toute une histoire, hem, où on a été assimilés, notamment par exemple dans le code napoléonien en 1804, les femmes mariées étaient incapables majeures, étaient donc assimilées à des mineurs. Et on ne pouvait pas disposer de nos salaires, ne pas ouvrir de compte en banque, ne pas avoir le droit de vote, et cetera. Donc tout ça, ça joue un gros impact sur notre relation à l'argent. Et c'est ce qu'on va explorer avec Fabienne dans cet épisode. Pour celles et ceux qui n'auraient peut-être pas le temps d'écouter tout l'épisode ou qui aimeraient avoir une fiche récap, elle est disponible. Dedans, il y a toutes les ressources qui sont évoquées, il y a tous les grands points de l'épisode, il y a comment joindre Fabienne également, et puis il y a quelques notions en plus sur l'argent, les femmes, etc. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle écoute. Salut Fabienne et Salut bienvenue, Anne-Marie. sur le podcast, Hypnose et compagnie. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas enregistré, je me souviens plus du nom et comme en plus j'ai envie de le changer pour la troisième, quatrième fois, voilà, je vous préviens. Vous je vais changer le nom encore. Donc bienvenue sur le podcast, je vais dire Fabienne et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à Merci discuter Anna. avec moi de l'argent. Alors, Fabienne, toi tu es coach spécialisée dans le rapport à l'argent, notamment des femmes. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur, toi, ton parcours, comment tu en es venue à cette thématique-là de l'argent? Mmh, en fait, j'ai passé 25 ans dans l'administration des grosses structures culturelles. Hem, je pense que toute petite déjà, je n'aimais pas l'argent ou quelque chose comme ça, parce que j'en ai écrit des pages et des pages et des pages dans mon carnet intime. Et je crois que j'avais 12-13 ans quand j'ai écrit, «L'argent est le virus de l'humanité». C'était comme une espèce de fixette, hein. Et bon, la culture, c'était un nid tout trouvé pour avoir du sens à ma vie et et en même temps pour être un petit peu loin des questions de profit et d'intérêt. Je l'explique comme ça maintenant, hein, au départ, je me suis juste engouffrée dans tout un espace qui me semblait, génialissime, avec mes compétences d'administratrice. Après, c'était chargé de production, chargé de réalisation, et cetera. Et puis j'ai fait un burn-out et pendant le temps de reconstruction, je suis tombée sur, les débuts des sommets en ligne de développement personnel, parce que c'était, en 2012 et je suis tombée sur, cette phrase extraordinaire de Nathalie Cariou qui disait: «C'est pas l'argent qui est un problème, c'est comment nous le regardons». C'était comme une espèce de comment nous l'utilisons et cetera, ce que nous projetons dessus et ça, c'était, vraiment ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là. Je me suis beaucoup intéressée à, justement, m'emparer de ma capacité à, m'occuper de mon argent. J'ai trouvé ça, profondément émancipateur.
j'ai continué et puis, quand elle a lancé sa première cohorte pour apprendre à devenir un coach financier, je me suis inscrite, j'ai fait la formation et puis très vite, je me suis retrouvé coach financier. J'ai Je sais pas, j'avais, à ce moment-là surtout des mes clients, c'était surtout les personnes que je connaissais depuis longtemps, les artistes et cetera, qui, finalement, dans ce milieu-là, il y a quand même un problème à l'argent qui est encore un petit peu différent du problème, général. On fait pas les choses pour de l'argent dans ce milieu-là, hein. De la même façon que dans le milieu des accompagnants, on fait pas du tout notre travail pour l'argent. Mais tout autant ça fait, ça crée des twists, hein. C'est presque comme si, il y avait ce truc de, oui, bah, déjà, ça te plaît ton travail et tu vas pas demander de l'argent en plus, quoi. Et je me suis vite aperçu que le fait de savoir faire, les compétences techniques, les tableaux et tout ça, les tips, qu'on répète, dans tous les bouquins, sur la relation à l'argent, qu'il faut dépenser moins que ce qu'on gagne. OK. C'est pas tellement ça le sujet, en fait, c'est plutôt comment on les met en œuvre et la difficulté à les mettre en œuvre, en fait. C'est-à-dire Mmh. en général, la plupart des gens savent, le minimum, hein, gérer, épargner, investir. OK, et pourtant on le fait pas. Enfin globalement, c'est on le fait très peu. Et donc j'ai commencé à me former, mais du coup avec d'autres, compétences, plus psychothérapie, plus, accompagnement des émotions, plus, PNL et cetera, systémique, constellation, histoire de pouvoir accompagner cette part plus invisible qui est vraiment la relation à l'argent et pas le savoir-faire, qui est complètement du côté du savoir-être. Et évidemment, non, de fait, j'ai observé petit à petit que c'était essentiellement des femmes. Pas uniquement, mais essentiellement des femmes qui venaient vers moi. Pour tout un tas de raisons, je suppose, mais on aura peut-être le temps d'en reparler. Mais allons-y même maintenant. Comment Maintenant, heu, comment toi t'expliques, enfin, quelles sont les raisons qui font que pour toi c'est plutôt des femmes qui viennent te voir? Alors est-ce que c'est parce que, les femmes viennent plus généralement, de façon générale, voir des accompagnants et accompagnantes, déjà, déjà? voilà. Je Voilà. pense qu'il y a la même chose dans Oui. toute l'industrie de l'accompagnement. Ouais. Donc il y a déjà ça et ensuite le rapport à l'argent, c'est le rapport au réel quelque part, aux besoins. C'est beaucoup moins perché, qu'on le croit et ceux qui enfin, il y a des multiples façons de regarder ça. Les femmes d'une manière générale, vont être plus proches de la la vraie gestion, c'est-à-dire comment on nourrit les besoins qu'on a avec l'argent dont on dispose. Heu, les les hommes vont, plus généralement être dans la recherche de gagner de l'argent, gagner plus d'argent. C'est très stigmatisé, hein, ce que je dis, mais d'une certaine façon, c'est il y a beaucoup plus de littérature, hein, et d'accompagnement sur comment on fait pour gagner plus d'argent que sur comment on fait pour s'occuper de l'argent qu'on a, en fait, hein. Hem et comment on fait pour, gérer, en réalité. On apprenait ça encore, dans toute l'école primaire, il y a, je sais pas, 70 ans, 80 ans, hein, à la sortie de la guerre. Ça s'appelait l'économie ménagère et c'était une discipline qui était enseignée aux filles, l'économie ménagère. Les garçons, ils vont chercher la cuisse de mammouth, en fait, hein, et les filles, elles s'occupent de regarder comment on fait le repas avec, quoi. C'est très, genré ce que je dis, mais c'est vraiment ce que j'observe, y compris dans le discours, mainstream, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de les garçons, ils ont pas besoin qu'on leur apprenne, comment on fait pour s'occuper de l'argent, quoi. Ils savent, c'est inscrit dans leur chair. Heu, les femmes, il y a une très grosse différence, en fait, de relation à l'argent entre, les hommes et les femmes. Un homme, en fait, on peut regarder dans les contes de fées, la plupart du temps, quand on lui demande combien il vaut, il va juste dire:
se rasseoir tranquillement et puis dire, «Ah bah moi, 80 000 par an à peu près». Une femme, on lui demande combien elle vaut, c'est tout juste si elle va pas se prendre ses mensurations. Mmh. Elle va se regarder. Hem, un homme, il produit une valeur qu'il donne dans le monde, hem et pour lui, c'est naturel, c'est culturel aussi bien sûr, hein, mais pour lui, c'est évident qu'il reçoit un retour, une reconnaissance, de l'argent notamment. Mais mais ça peut être de la reconnaissance de base, hein, si, j'ai encore vu ça chez des amis de mon fils, lui, il fait, il sort le tout ce qu'il faut du lave-vaisselle, il regarde sa chérie et il lui dit: «Non mais tu as vu?» Bravo! Ouais, tu vois? Il faut qu'il y ait un regard, il faut qu'il Ouais. y ait une reconnaissance, c'est évident, c'est normal. C'est l'homme, il produit quelque chose, il y a quelque chose qui vient en retour. Pour la femme, pas du tout. Pour la femme, culturellement, socialement, depuis des millénaires, bah, en fait, elle fait ce qui est à faire. Elle attend pas qu'il y ait, quelqu'un qui lui dise: «C'est bien» ou quelqu'un qui lui donne de l'argent Mmh. contre ça. C'est ce, sur quoi moi je travaille, hein, bah, y compris pour moi d'ailleurs, mais ça fait partie des vrais, on a beau dire: «C'est cliché, c'est n'importe quoi» et cetera, c'est ce qui est observable. Mmh mh. Bah, là, bon, c'est étudié, enfin, c'est la base du patriarcat, donc c'est Le rapport des hommes avec, un accompagnement, mmh, au sujet de l'argent, bah, en fait, avant qu'ils s'aperçoivent, qu'ils aient la sensibilité, la finesse, la compréhension qu'il y a des ressorts et cetera, qui peuvent les empêcher de s'épanouir et tout ça, mais en fait, il faut qu'ils aient déjà fait un petit travail sur eux-mêmes, qu'ils aient cette sensibilité, cette appétence, et cetera. C'est pas encouragé du tout, en fait, oui, j'allais dire, c'est pas ce qu'on leur vend non plus. pas du tout. Quand on voit les coachs qui vendent, 10 000 par mois et compagnie, enfin, ça continue quoi, ce genre de truc, c'est vraiment faire plus, 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 quoi. Bah, ça, c'est pour tout le monde, c'est pour les hommes et pour les femmes. Mais chez les femmes, il y en a enfin, en tout cas, chez les personnes qui viennent me voir, il y a beaucoup de femmes qui sont plutôt dans, en fait, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même, j'ai fait déjà pas mal de chemin et cetera. Il y a un endroit dans lequel je vois que ça résiste, que mes comportements sont différents de ce qui me semble être moi, quoi, hem et bah, c'est l'argent. C'est vraiment la question, phare de Gabor Maté, je sais pas si tu connais Ouais. ce docteur-là, qui dit: «Mais comment se manifeste l'écart entre ton authenticité et tes comportements?» Et en fait, ça, c'est une vraie demande. C'est-à-dire de tout à coup, bah, en fait, malgré tout le travail que je fais sur moi-même, j'arrive à un endroit où je réalise que ce qui se passe avec l'argent, c'est pas, c'est pas aligné, quoi. OK. Et en même temps, c'est aussi, le dernier endroit où on a envie d'être aligné, hein, parce que l'argent est très facilement associé à la liberté, si je regarde l'argent, ça touche, ma frustration, ma liberté et cetera. Enfin, on est dans un endroit qui est très, haine, amour, très ambivalent aussi, hein. Mmh. Oui, il y a beaucoup de clichés aussi dessus, enfin de croyances qu'on peut avoir sur le fait que pour faire de l'argent, faut être un enfin voilà, faut pas avoir trop de valeur, faut, Ouais, énormément de aider clichés. les autres, Mmh. des choses comme ça, quoi. C'est un peu ce que tu disais qu'il y avait des blocages par rapport au savoir-faire technique, finalement, et qui étaient plus internes, ces blocages-là. Oui. Et toi, tu as quel type de blocage tu vois, souvent? C'est des croyances, c'est des Ah bah, émotions, c'est la différence entre le savoir-faire technique et le savoir-être, elle est super évidente quand tout à coup c'est, une contrôleuse de gestion, une expert comptable, qui viennent me voir en disant: «Mais, ça» ou je sais pas, ou des grandes conseillères financières dans des startups, qui viennent me voir en me disant, «Bon, ben, voilà, en fait, je vois bien que mon rapport à l'argent, il est calamiteux, que je peux très bien gérer l'argent de mes clients,
Mais que tout à coup, quand il s'agit d'avoir le même salaire que, mon collègue, d'à côté qui est payé quand même 35 de plus que moi et qui a moins de résultats, je vois bien qu'il y a un sujet. Mmh. Et ça, c'est pas du coup, c'est pas du tout une question de compétences techniques. C'est vraiment, de plein fouet, mmh, bah, oui, c'est la place de la femme dans la société, c'est sa capacité à aller, réclamer, l'équivalent de la valeur qu'elle donne dans cette société et cetera. OK. Et ça, ce qui les empêche pour toi, c'est toute l'éducation qu'on a reçue un peu en tant que femme à être, gentille, plus petite, à prendre déjà ce qu'on nous donne, c'est déjà pas mal ou Oui, en fait, c'est sociétal, j'imagine aussi que c'est individuel, suivant les familles oui. dans lesquelles on a vécu, Il y a une part, individuelle qui est, indéniable, une petite fille à qui on a toujours dit, «Bah, écoute, ne dis rien, ne bouge pas, et cetera, contente-toi d'être jolie», évidemment, elle va pas oser, elle a déjà toutes les faveurs, juste en se taisant. Elle va avoir plus de mal à oser, bouger, revendiquer, grimper aux arbres, courir, taper du poing sur la table et cetera. Bon, mais il y a la part individuelle et il y a aussi une part, qui est, complètement systémique. Tu parlais du patriarcat, ça fait quand même, 3000 ans à peu près qu'on est dans une civilisation qui est extrêmement patriarcale, qui donne l'immense majorité du pouvoir, aux hommes et qu'on vit, nous en tant que femmes un petit peu, exilées, d'une humanité qui est faite pour les hommes, par les hommes, et cetera. Mmh. Je lisais encore il y a quelques jours, oui, c'est sur les essais pharmaceutiques qui continuent à être faits Ah ouais. sur des hommes, blancs, bien portants, de 70 à 80 kilos. Ouais. Ah ouais, mais en fait, et c'est sur ce type de population qu'on essaye les traitements, je sais pas moi, les ah voilà, c'était sur les traitements contre le cancer et il y a pas de population, d'enfants évidemment, hein, donc on ne sait pas comment soigner, les cancers des enfants, a priori. Ou en tout cas, il y a un vrai sujet, mais évidemment pour les femmes, c'est pareil, la ceinture de sécurité, Oui, elle est, ça j'avais lu aussi sur, elle les câblés sur les hommes, ouais. elle est calibrée pour empêcher un homme de prendre le pare-brise. Les femmes sont, généralement plus petites, pèsent moins lourd et cetera, donc ça leur coupe le cou, quoi. Mmh. Bon, c'est, je sais bien que c'est, très, heu, général de dire ça, mais oui, bien sûr, il y a une société patriarcale qui fait qu'on a des façons d'être quand on est femme qui sont différentes et puis il y a aussi un système monétaire. Notre système monétaire, il a 3000 ans et il crée l'argent sur de la dette. Donc OK. littéralement, heu tu vas voir, ton banquier parce que tu veux, un vélo électrique. Mmh. Il dit: «Ah Anna, ouais OK, je te crois capable de créer 1 000 € de valeur, donc je te prête 1 000 €, donc je crée 1 000 €» et littéralement, il crée de l'argent parce que tu t'endettes. Ça marche comme ça pour toi, ça marche comme ça pour les entreprises, d'une certaine façon, ça marche un petit peu comme ça aussi pour les États, même si c'est plus compliqué et en fait, toi, tu vas rapporter 100 € chaque mois. Il va décréer 100 € chaque mois. Mais au départ, quand tu es parti et que tu as mis cet argent, chez le vendeur de vélos électriques, tu as mis ces 1 000 € dans la masse monétaire en circulation. Maintenant, il circule. Le marchand de vélos, il va s'en servir pour acheter, bah, ce qu'il veut, en fait, j'en sais rien, et ainsi de suite. Cet argent, tourne entre nous et à la fin ou même, au début d'ailleurs, tu vas aussi devoir amener le prix, de ce service à ta Oui. banque. Ça s'appelle les intérêts. Mmh. Mais ces intérêts-là ne sont pas créés. Donc tu vas aller chercher c'est l'argent des intérêts dans la masse monétaire en circulation.
là, tu vois que je suis en train d'intégrer le truc. Je pensais que c'était créé aussi, moi. Non, Donc je prends des sous, des trucs en circulation, en travaillant par exemple, que je ramène au banquier ouais. sur un truc qui n'a Donc pas été créé. bah, oui, ça n'a pas été créé. Donc en fait, ça nous met tous en compétition Ouais. et c'est de là que viennent les 2 grandes émotions, avidité et peur de manquer, qui sont celles sur lesquelles est basée toute la théorie économique Mmh. d'aujourd'hui. C'est-à-dire l'homme est un être rationnel uniquement guidé par, le profit et la maximisation des profits. L'homo economicus, ce qui est totalement faux. C'est un présupposé, c'est comme si c'était une observation des résultats de notre système économique. Mais en fait, il y a plein d'endroits qui ont été documentés, au XXe siècle, hein, d'ethnographes, d'anthropologues et cetera, qui allaient dans des populations où ce système monétaire n'était pas arrivé. Il y avait zéro avidité, zéro peur de manquer, zéro compétitivité. Il y avait une place de la femme qui était meilleure aussi. Donc en fait, notre système monétaire, notre façon de créer l'argent induit des effets, comportementaux et des interactions entre nous. Il est très, pratique, très intriqué avec le patriarcat parce que la loi du plus fort, évidemment, ça favorise la domination, masculine, le système pyramidal et cetera. Mais tout ça, en fait, ça fait sens quand on le regarde ensemble. C'est vraiment un système. Du coup, dans cette société-là, avidité, peur de manquer, compétition, individualisme, et cetera, c'est plutôt du côté des hommes que c'est bénéficiaire, en Mmh. réalité. Et du coup, bah, les oui, les femmes sont, dans un endroit systémique qui est, plus contraignant, plus, hem et plus difficile, avec des croyances qui sont plus violentes, plus intégrées et évidemment, par-dessus ça, viennent se cristalliser nos expériences personnelles. Si, maman, était extrêmement économe, a bien surveillé chaque sou qui sortait et papa, extrêmement dépensier ou le contraire, si, il y a eu la faillite de l'oncle Jean-Pierre, s'il y a eu, je sais pas, en fait, tout ça, ça devient des cristallisations d'une histoire, qu'on s'approprie comme étant uniquement personnelle. Mmh. Et les blessures d'enfants intérieurs et voilà. Et la plupart des personnes qui viennent vers moi viennent avec cette histoire totalement personnelle, me dire: «Moi, en fait, j'ai une tare, mais on a l'impression que c'est congénital. J'ai un problème génétique, moi, dans ma famille, avec l'argent, moi, parce que mon histoire, moi, parce que» et c'est quelque chose de totalement personnel. C'est assez, beau de voir que la le fait de dire simplement: «OK, tu as ça dans ta famille, tu as ça dans ton histoire, tu as ça qui s'est passé comme ça pour toi, mais ça, c'est une petite part de ce que tu racontes. En fait, ce que tu portes comme difficulté, c'est partagé par l'humanité, Mmh. parce que, enfin, tout ce que je viens Ouais, on d'énoncer. l'aime bien. C'est partagé par l'humanité et si tout à coup, tu te mets à parler de ta relation à l'argent avec d'autres personnes, dans un endroit un peu safe, hein, tu vas voir que tu partages ça avec toutes les personnes autour de la table et ça, c'est magique. C'est ce que je fais pendant les cafés fric notamment, c'est, OK. libérer la parole, tu sais? Heu, donner un cadre dans lequel les gens vont pouvoir parler d'argent à partir de leur expérience personnelle, en mode «je», pas en mode conversation de comptoir où c'est tous les mèmes, tu sais, qui sautent d'un cerveau à l'autre, l'argent ceci et l'argent cela et non, à partir de l'expérience personnelle et puis d'un sujet, le dernier c'était, tiens, comment le regard des autres impacte ton budget? Mais il peut y avoir plein d'autres, sujets, ça j'en ai fait, heu, plus d'une quarantaine en présentiel et du coup plus d'une trentaine en ligne. Hyper intéressant le café fric. Ça allait être ma question, c'était comment tu arrivais à travailler l'individuel et le côté plus large
de tout ce qui nous arrive, qui me semble tellement plus compliqué des fois à travailler parce que dans notre cabinet, ça va quoi, on en parle, machin et tout, mais quand les gens ressortent, ils retournent dans les mêmes systèmes finalement Ouais, et c'est difficile de sortir de ces systèmes-là et du coup, tu as répondu à cette question. Donc je rebondis sur une autre, c'est vrai qu'il y a un énorme tabou à parler d'argent. ouais, J'ai l'impression spécifiquement, alors je connais mal les autres sociétés, mais en France en tout cas, tu vois, moi d'un côté de ma famille, il faut pas en parler pour pas faire des envieux, ouais, heu et de l'autre côté, on n'en parle pas parce qu'on le dépense. Donc pas besoin d'en parler, tu vois? pareil. Je connais pas suffisamment les autres cultures pour me prononcer. Je connais un petit peu la culture, américaine sur ce sujet, puisque mon frère y a vécu pendant 11 ans et que j'ai été le voir plein de fois et que du coup j'avais des amis, aux États-Unis aussi, des 2 côtés, à l'est et à l'ouest et j'ai beaucoup, beaucoup et souvent entendu: «Ah, chez les aux États-Unis, c'est beaucoup plus libre, la parole sur l'argent, ils ont pas de problème de relation avec l'argent». Tranquille, visiblement. Je n'en crois pas un mot. Mais vraiment, je n'en crois pas un mot, mais même, je pense que c'est même encore pire. Là-bas, on est obligé de parler d'argent, mais on n'est pas du tout obligé de parler de notre relation à l'argent. On est obligé d'afficher l'argent qu'on gagne et d'en être fier. Ce qui, ce qui enlève de la photo tous ceux qui Ouais. gagnent peu. C'est tout. En fait, on a une obligation à gagner beaucoup d'argent et à vouloir toujours plus d'argent. Ce qui se manifeste par une capacité à dépenser beaucoup d'argent. Je ne suis pas sûre que ce soit plus confortable qu'ici. On parle beaucoup d'argent, mais uniquement avec un spectre, Ouais. un filtre. C'est combien je gagne, combien je dépense et qu'est-ce que j'ai acheté. Je suis pas sûre que ça soit moins contraignant, moins difficile à vivre et cetera. Je sais pas parce que moi-même j'y ai pas vécu, mais bon, je suis pas sûre que ce soit, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus facile, voilà. Mais du coup, j'ai oublié ta question. Non, c'était sur le fait que c'était un tabou, l'argent et que du Ouais, coup pour toi, finalement une des premières étapes pour, commencer à, j'allais dire libérer un peu notre relation à l'argent, mais en tout cas la changer, c'était d'en parler avec d'autres personnes pour se rendre compte que finalement, on était à peu près tous et toutes dans les mêmes problématiques, par rapport à l'argent quoi. ouais, Les mêmes mais émotions, les mêmes, voilà. ouais, la première étape, c'est déjà reconnaître, hein, mais comme, pour tous les autres sujets, hein, pour un accompagnant, c'est: «Je te crois, hein». C'est, «Oui, je vois, je comprends», et cetera. C'est de dire: «OK, en fait, toi, tu as un problème avec l'argent. Je vois que ça te stresse». Mais effectivement, il peut y avoir des gens qui n'osent pas ouvrir leur application, qu'ils ont sur leur smartphone, hein, que ça met en panique. Oui. J'ai je crois, je prétends que, la relation à l'argent est un trauma systémique. Mmh. En tout cas, dans chez nous. Pour que tant de gens soient stressés au possible, à l'idée de regarder leur compte, Mmh. pour que, je sais pas moi, ça m'est arrivé souvent, hein, de croiser des personnes qui, finalement ont une conversation avec moi, qui voient mes publications depuis très longtemps et qui me disent: «Ah mais moi, si j'avais su que toi tu en parlais comme ça, mais moi quand je vois un truc avec l'argent, c'est ouf, ça me fait mal direct, ça me tord le ventre, donc je regarde pas». C'est il y a quelque chose qui est assez, assez fort, assez bouillonnant, assez, enfoui. Oui, il y a un tabou, il y a plein de façons de l'aborder, il y a, bah, en fait, le 1 que je vois moi, c'est qu'on est dans une société qui nous a beaucoup, beaucoup, dans une civilisation judéo-chrétienne, qui nous a beaucoup dit que c'est normal d'en chier ici, dans notre vie. La vraie vie est ailleurs. Mmh. C'est
tu ici, c'est difficile, c'est douloureux, tu vas gagner ton pain à la sueur de ton front et cetera, tu n'as pas le droit à être ambitieuse, tu n'as pas le droit à chercher le bonheur, c et de toute façon, tu as pas faim, tu as pas soif, tu as pas froid, on nous a beaucoup enseigné une énorme distance avec nos besoins, avec notre corps, avec nos ressentis, avec nos émotions et quelque part, en fait, l'argent, ça sert à nourrir nos besoins, d'abord. Ou en tout cas, c'est ce qu'on oublie, ce contre quoi je m'indigne, hein. On oublie que d'abord, ça sert à nourrir nos besoins, au départ. Mais pour ça, il faut encore les sentir, nos besoins. Il faut les écouter, il faut les reconnaître et cetera et il y a quand même des très grosses émotions qu'on met tout le temps de côté, notamment avidité, peur de manquer, qu'on a bien appris à ne pas regarder du tout. Parce que c'est activé. J'ai lu un chiffre qui me semble énorme, que je n'ai pas, vérifié, fact-checké et cetera, qui dit qu'on est, soumis à, en moyenne, 16 000 messages publicitaires par jour, depuis notre naissance. L'immense majorité des messages publicitaires activent soit l'avidité, soit la peur de manquer. Voilà. La peur de manquer, on en parle beaucoup, donc je me la représente très bien. L'avidité me paraît, dans ma représentation, c'est pas bien, quoi. C'est, l'envie, la jalousie, comment tu le définis toi, l'avidité? C'est ce qui fait tourner le monde. C'est la cupidité, c'est l'appât du Ouais. gain. Mmh. C'est le principal moteur, des guerres, c'est le principal moteur. C'est pour ça qu'on a, une industrie, du médicament plus qu'une industrie de la santé. C'est pour ça qu'on a, enfin, c'est ce qui fait tourner le monde, la cupidité et évidemment, on n'aime pas entendre cette partie-là de nous, mais c'est aussi ce qui fait marcher les soldes. Et Et il y a des gens qui moi, c'est pas il y a des gens, moi, j'ai acheté une paire de chaussures qui était trop petite pour mes pieds et je le savais. Parce qu'elle était magnifique, elle était à -70 alors qu'elle était très chère. Je me souviens avoir payé 270 € il y a plus de 15 ans, parce que cette paire de chaussures était sublime. est-ce que tu les as mises? Mais Pas du tout? mise de 2-3 soirées, je me suis rendu compte que je pouvais pas même pas respirer, tu vois? Donc ça c'est de l'avidité pure, hein. Mais je suis pas la seule, il y a tellement enfin, les soldes, ça fonctionne sur ce truc-là, c'est-à-dire: «Viens acheter, c'est pas cher» et du coup, ça nous enlève le la partie du cerveau qui peut dire: «Ah bah, ça, j'en ai besoin, quoi». Ouais. Ouais, ça me plaît même juste. «Ah bah, c'est de la soie, c'est à -30 je le prends. Ah dommage, c'est pas la couleur que j'aime mettre, mais au moins c'est un truc en soi, enfin, tu vois, c'est la les soldes fonctionnent sur la cupidité. Ce couple d'émotions est extrêmement fort, extrêmement, moteur et en grande partie inconscient. Pour beaucoup de gens, ils vont dire: «Non, mais moi j'ai aucune peur de manquer». Ce qui est le cas, très souvent, c'est pas, ressenti pour des gens qui ont, tu sais, le même salaire, le même, train de vie depuis longtemps et qui sont du coup assez tranquilles avec, la gestion de leur argent. Mais par contre, ils vont me dire: «J'ai jamais le temps». Ou alors je manque d'amour, ou alors je manque de liens, je manque de ceci, je manque de cela. Elle va se met ça la peur de manquer, elle envahit, en fait, la peur de manquer d'argent. Mmh. On ne voit que le côté peur de manquer d'argent, mais cette, fonction-là, enfin cette émotion-là, ce truc qui est un moteur énorme dans notre vie là, il peut se manifester dans tous les endroits de notre vie. C'est vraiment ce couple-là, c'est un couple d'ombres, je sais pas si tu es familière ou si les auditeurs de ton podcast sont familiers avec la notion d'ombre d'un archétype. Jung avait, dit que les archétypes sont à l'âme humaine ce que les instincts sont au corps et il avait défini tout un enfin,
Ça a fait un catalogue, cataloguer, tout un tas d'archétypes, hem et les archétypes on les retrouve dans toutes les civilisations, depuis que l'homme est homme, dans toutes les histoires sur tous les continents, c'est vraiment des figures, que l'être humain, s'approprie en fait pour s'identifier, pour grandir, pour, exemplifier et cetera et il avait vu qu'il y avait 4 archétypes principaux: l'amant, le guerrier, le souverain et le sage. Enfin, c'est pas le sage, si on va dire c'est le sage et chaque archétype a des ombres qui sont, c'est en général 2 ombres, en yin et en yang, en excès et en défaut. Comme ça, le souverain, en fait, c'est quand on n'a pas intégré pleinement la souveraineté, ce qui est le cas de quand même peu d'individus, hein, c'est soit l'abdicataire, soit le tyran qui va se manifester. Bon, je ne vais pas faire le catalogue de toutes les ombres, comme ça, mais il y a un homme, qui était, un grand monsieur de la finance et de l'économie qui s'appelle Bernard Lietaer, qui a fait, un ouvrage magnifique qui s'appelle «Au cœur de la monnaie», dans lequel il fait une enquête et il dit: «Mais en fait, ces 2 émotions jumelles-là, pardon, l'avidité et la peur de manquer, ça ressemble tellement à des ombres d'un archétype, et s'il y avait un archétype manquant?» Mmh. Et sur quoi il tombe? Sur la disparition, mais vraiment la disparition totale, le refoulement intégral d'un archétype énorme, il y a 3000 ans, au moment du début de cette façon-là de créer l'argent, du début de notre système monétaire, et c'est l'archétype de la déesse mère. L'archétype de la fécondité, de la croissance, de l'interdépendance, de la confiance. On est vraiment là avec l'archétype et ses ombres, et donc une des, façons, merveilleuses d'aller, regarder ces 2 émotions très fortes qui sont liées à l'argent, c'est d'aller, déjà de les faire émerger, d'où la pertinence incroyable de commencer à en parler avec, d'autres personnes en fait, hein, de libérer la parole, de voir qu'on a tous ce truc de peur de manquer et d'avidité qu'on déteste chez nous. C'est ouvrir la boîte de Pandore, hein, littéralement, et quand on les voit, bah, petit à petit, se dire: «Mais en fait, je suis tellement riche aussi de tout ce que je suis déjà capable de manifester, de tout ce que j'ai le pouvoir de manifester pour nourrir mes besoins. En fait, je peux manger. En fait, j'ai un ordinateur. En fait, je suis même en train de regarder internet. En fait, j'ai un toit sur la tête. En fait, j'habite dans une société où je peux, m'exprimer. En fait, il y a voilà, on l'entend souvent, mais c'est tellement vrai, hein, que c'est, la peur de manquer et l'avidité. Leur remède principal, c'est la reconnaissance. C'est la Mmh. c'est la gratitude, c'est de dire: «Tiens, va regarder autour de toi, tout ce qui te montre le plein, va regarder autour de toi tous les objets qui te parlent de l'amour de toi», et là, tu vois, c'est remplir à nouveau la boîte. Mais comme on est appelé tout le temps à l'endroit où on manque, comme le seul discours sur l'argent dit: «Tu n'as pas assez d'argent», mais en fait, ça c'est on entend ça depuis qu'on est tout petit, hein. Donc on finit par être assez convaincu de ça, et c'est désagréable, on l'écoute pas. Mais du coup, ça fait partie des des des, mmh, des drivers pour se comporter avec l'argent. Hyper intéressant, trop bien. Heu, Toi, dans tout ça, comment tu travailles? Donc genre donc par le fait d'ouvrir la parole. Tu m'avais aussi expliqué, tu passais par le corps, par les émotions.
quel lien tu fais entre le donc avec j'imagine la peur de manquer, qui et la même l'avidité, je l'ai marqué parce que je retiens pas le mot, que que Oui, je suis dans le déni et l'avidité, donc tu passes par le corps pour travailler tout ça, par l'émotionnel que ça crée? Comment ouais, tu ouais? ouais, 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 vraiment. C'est-à-dire, en séance, quand je fais du coaching de groupe ou du coaching individuel, je vais demander à la personne: «Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui se passe là tout de suite?» Heu, je sais pas, bah, en fait, je peux pas me mettre je n'arrive pas à regarder ce que je dépense maintenant que j'ai vu que, je dépense trop en dépenses compulsives, par exemple. Bah, je peux pas, c'est complètement bloqué, ça me terrifie, OK. Mais là, c'est vraiment l'écoute de l'émotion. Ça te fait mal à quel endroit? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Qu'est-ce que c'est le ressenti? Est-ce que tu peux laisser de la place à ce ressenti? Quelle couleur? Quelle forme? Quel mouvement? Quelle densité? Et cetera. Est-ce qu'on peut aller écouter tout ça? Et partir dans le ressenti, c'est aller toucher l'enfant, en fait. C'est aller toucher le moment où les choses ont pu commencer à se cristalliser, à se crisper. C'est aussi, du coup, proposer d'aller prendre soin de cet enfant. Dire: «OK, tu lui laisses de la place à ce ressenti». C'est, faire émerger qu'il y a, justement un soi, un grand et un soi petit et un soi grand qui peut prendre soin du soi petit. C'est, apprendre à mettre une petite distance, à revenir dans un espace de sécurité, là où le petit vient, parce que c'est relativement inconscient, vient, bloquer, induire nos comportements en fait, de façon, refoulée, inconsciente, peu importe. Mais quand ça fait des années, des années, des années que systématiquement, chaque fois que je passe dans un marché, je m'achète, des fringues, et cetera, que j'empile, que je revends sur Vinted, que je que je donne, ou avec lesquels je me fais du mal en disant, «Ah mais je suis vraiment trop conne, machin, nin nin». Et ben, en fait, il y a vraiment, là, pour le coup, une différence entre mon authenticité, avec parfois même avec, ça peut être chez des personnes qui sont profondément, contre, la fast fashion, qui ont une grande envie d'avoir des dépenses qui sont plus, vertueuses pour, notre monde, pour le vivant, et cetera. Donc c'est d'autant plus culpabilisant Ouais. et pour autant, j'arrive pas à faire autrement? Et ben, en fait, vas-y, fais émerger ça. Donc la proposition générale, enfin, il y a la proposition d'aller regarder ça en séance, mais la proposition générale qui va avec ma formation, c'est, moi je dis gérer son argent et ses émotions. Évidemment, on gère pas les émotions, hein, mais c'est un raccourci que beaucoup de gens comprennent beaucoup mieux que si je disais, gérer son argent et se laisser traverser par les émotions, ça le ferait pas. Mais c'est vraiment cette invitation à aller, pour chaque retrouver de la conscience. Pour chaque transaction, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Comment je me sens, en fait? Littéralement, comment je me sens? Quel est le besoin que je suis en train de nourrir? Parce que ça peut être un besoin d'appartenance, ça peut être, le besoin d'éviter une émotion, ça peut être le besoin de je sais pas, quand on va s'acheter une pâtisserie à 9h30 le matin alors qu'on vient de sortir du petit déjeuner, il y a des chances pour que ce soit pas de la faim qu'on soit en train de nourrir. C'est autre chose et c'est intéressant de savoir cette autre chose-là. C'est intéressant d'aller écouter ça. C'est prodigieux ce qu'on peut apprendre sur nous-mêmes quand on regarde comment effectivement on utilise notre argent. Donc on apprend plein de choses, on s'instruit de notre relation à l'argent, des émotions qu'on a envie d'éviter, de nos croyances, de nos réels besoins, et cetera. On apprend petit à petit à nourrir différemment nos réels besoins, parce que si, systématiquement je vais m'acheter des fringues quand je suis en colère, ça coûte beaucoup d'argent de ne pas écouter ma colère.
et ça va la laisser perdurer, hein. Je vais continuer à me laisser marcher sur les pieds et cetera. Alors que si tout à coup je dis: «Bah non, en fait, j'ai compris, je suis en colère, il faut que je pose une limite. Je prends mon courage à 2 mains. D'accord, je vais peut-être m'acheter quelques jeans en attendant, mais au moins je sais que c'est là qu'il faut que j'aille Mmh. et je vais m'occuper de ma colère, je vais m'occuper de ma détresse, je vais m'occuper de mon manque de reconnaissance, je vais m'occuper de ma tristesse, je vais m'occuper de mes émotions et je vais plus prendre l'argent comme, truc facile pour ne pas m'honorer, pour ne pas m'écouter, pour ne pas prendre soin de moi, pour m'oublier, pour me pour me laisser dans la marmite avec toutes les émotions que j'ai pas envie de voir, quoi. C'est vraiment ça le système et du coup, quand je commence à mieux m'honorer, mieux nourrir mes propres besoins parce que j'ai appris à les écouter, parce que j'ai appris à naviguer avec, parce que j'ai appris à me laisser traverser, à regarder quelle était la meilleure façon de les nourrir et cetera. Et ben, en fait, je gère beaucoup mieux parce que j'affecte beaucoup mieux mes ressources et du coup, je me connais mieux et du coup, je me fixe des objectifs avec mon argent qui sont plus en lien avec ce qui je suis vraiment et c'est un cercle vertueux infini, en fait, hein. C'est marrant parce que vraiment, ça fait 10 ans que je fais du CAB. Je crois que j'ai jamais exploré la relation à l'argent de mes accompagnés. Oui, pourtant, ils viennent certainement Jamais. Ah aussi bah, des questions, variées. forcément. Comme tu dis, quand, c'est juste qu'eux, ils vont nous, comme on questionne sur les émotions, ils vont nous parler des émotions, mais on va pas faire le lien. Tu vois, quand ils disent: «Bah, je vais, aller acheter en boulangerie typiquement, un truc parce que je suis en stress d'aller au boulot, parce que j'ai pas envie, parce que je suis en burn-out, parce que voilà». Voilà. Nous, on va s'arrêter là-dessus et on prend pas l'angle argent sur lequel on pourrait, travailler. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bien On sûr, on oublie cet angle-là, qui est en fait un angle vachement intéressant pour pouvoir rentrer dans des problématiques plus, complètement. émotionnelles, et en lien avec en effet, les dépenses et cetera, quoi. C'est très intéressant. Mais moi, j'ai un peu l'impression que d'une manière générale, on ne regarde pas l'argent, on ne Ah oui, non. pétisse pas l'argent, c'est comme l'éléphant dans le magasin de porcelaine, quoi. Ça broie tout autour, mais on fait comme si, «Ah, c'est pas cet endroit-là qu'il faut regarder». Mais Ouais. je dis pas que nous, en tant qu'accompagnants, je dis, la société tout Oui, oui, entière fonctionne avec ce oui, sujet qui est un petit peu énorme, c'est-à-dire ça a remplacé, heu, sans le dire, toutes nos autres aspirations. On a envie d'être heureux, on a envie d'être en bonne santé, on a envie de oui, mais faut gagner de l'argent. bah, Oui, mais faut, bah, tu sais, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, regarde, les intérêts ne sont jamais produits, donc il faut continuer à Hem, emprunter davantage. C'est la base pour laquelle la croissance est obligatoire, nécessaire. C'est pour soutenir ce système monétaire. On ne peut pas faire autrement que d'avoir une croissance. J'ai une magnifique petite histoire pour illustrer ça. Je te l'enverrai, ça s'appelle «L'île des naufragés», elle est disponible sur internet, mais le si toi tu vas voir le banquier, tu lui dis: «Je veux 1 000 € et puis X et Y et cetera» et tout le monde va voir. On a dans la masse monétaire en circulation que l'argent dont on a eu besoin. Tous les intérêts, c'est-à-dire, allez, 5 de cette masse monétaire, ils sont captés à un moment ou à un autre. Donc il faut redemander de l'argent pour continuer à échanger. ouais. Voilà, ça c'est la base, extrêmement simplifiée mais expliquée partout, hein. Sur YouTube, tu tapes, «Comment l'argent est créé», ça c'est très bien expliqué. C'est-à-dire en fait, ce savoir est à disposition de tous, mais on fait comme si c'était pas nécessaire de le savoir. L'argent, en fait, il y a dans notre façon de créer l'argent, il y a la nécessaire croissance. On peut faire plein de choses différentes, on peut s'en sortir de plein de façons différentes, mais il y a un peu ce truc de la noix ne voit pas sa propre coquille, tu sais? Le poisson peut pas, comprendre, enfin analyser, l'eau de son aquarium. On est vraiment dans ce truc-là. Pour ça, il faut, tu sais, sortir et dire: «Ah oui, ça fonctionne comme ça». Comment, qu'est-ce qu'on fait maintenant, tu vois? Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est pas OK? Est-ce que c'est OK d'être dans cette façon de créer l'argent qui nous rend, compétitifs, individualistes et cetera, qui oblige à la croissance? Est-ce qu'on pourrait pas trouver des alternatives?
il en parle très bien, monsieur Létailleur. C'était un des cofondateurs de l'écu, de l'euro donc. C'était un des directeurs de la Banque nationale de Belgique. C'est pas un c'est un grand monsieur de la finance, en fait, hein, et il dit très bien, en fait: «Notre système monétaire tel qu'il est, il va dans le mur». C'est simple, ça n'est pas résilient. D'abord parce que c'est hégémonique, mais il y a de multiples façons de faire, mieux et bon voilà, on ne le fait pas. Mais déjà, prendre conscience, je sais pas, s'interroger là-dessus, regarder comment on peut faire autrement, ça propose déjà, un terrain qui est plus favorable. Parce que quand je vois le piège, je suis plus obligée de tomber dedans, quoi. Mmh. C'est vrai qu'en plus pour revenir un peu au développement personnel, les thérapeutes et tout, il y a il y a un truc un peu spirituel qui tourne autour de l'argent comme si c'était moi j'ai entendu plein de fois, c'est une énergie. L'argent, c'est une énergie, ça va, ça vient, et il faut pas être trop matérialiste avec ça, voilà. Donc il y a ce piège aussi là dans le dev perso, je trouve. C'est un gros piège, hein. C'est en même temps, c'est une belle façon de le dire, mais c'est pas OK, c'est pas vrai, en fait. Ouais. Heu, c'est l'argent est a une forme, d'énergie. C'est l'énergie qu'on met dans un système, mais parce qu'on est dans cette façon-là de regarder l'argent aussi. Puisque c'est tout un flot de significations, de croyances, de peurs, c'est quelque chose de très, c'est une grosse tension. Donc si je mets de l'argent dans quelque chose, ben, en fait, je vais mettre aussi, mon énergie. Ouais. C'est une façon de symboliser l'énergie. Mais au départ, c'est simplement un outil, on est d'accord. Enfin, ça passe entre nous, ça peut aller de Fabienne à Anna, de Anna à Jean-Pierre, de Jean-Pierre à enfin, tu vois? Donc en fait, c'est effectivement comme un flux de signifiants de toutes les valeurs qu'on s'échange, les valeurs, les biens, les richesses et cetera. Ça s'échange, quasiment en fractal, hein. C'est-à-dire, je donne ma valeur au monde qui est achetée par quelqu'un qui lui, va, être payé par un employeur qui lui-même est payé par enfin, tu vois? Cette forme de circulation de l'argent, ça peut être, vu comme une circulation d'énergie, mais en réalité, c'est une circulation de nos besoins et de nos valeurs et de nos priorités qui sont manifestées par un outil qui nous permet de faciliter la circulation. C'est, au départ, la monnaie, c'est ça. C'est-à-dire tant que c'était des monnaies, parce que en fait, les monnaies, elles ont été inventées a priori il y a 30 000 ans par l'homme et ça fait seulement 3 000 ans qu'on a ce système monétaire et encore, il y a plein d'autres monnaies qui ont continué, de façon marginale. On en a encore, hein, des monnaies, complémentaires et il y a 5 000 monnaies complémentaires aujourd'hui dans le monde, OK. ce qui est énorme, hein, Ouais. y compris des dollars-tans, par exemple. Y compris les monnaies locales, y compris en fait, il y a mais c'est notre système, qui est, un peu hégémonique et c'est le seul à créer de l'argent sur de la dette. Ce qui veut dire aussi qu'il y a un avantage à le capter parce que, il fait des petits. Il y a une obligation d'en extraire une partie pour la rendre, au banquier et en fait, il est très, il favorise la rétention, en fait. Il favorise pas du tout la circulation. Ça en fait une monnaie yang alors qu'avant toutes les monnaies étaient yin. Elles étaient pas créées à partir de la dette et c'est pour ça qu'elles étaient aussi, très liées. Ce livre est vraiment génial, hein, je te le recommande. Très, très liées à l'archétype de la déesse mère pendant, des milliers d'années et à ce moment-là, le il n'y avait que cette partie de circulation, de confiance, d'inclusion, de facilitation, en fait. Pas du tout cette partie de rétention. Moi, je propose un argent yin, en fait. Comment j'utilise, mes ressources disponibles pour, atteindre, les résultats que j'ai envie d'atteindre pour mes projets et cetera. Pour Et être heureuse. par rapport au,
aux thérapeutes, tout ça. Hem, donc elles ont aussi toutes ces problématiques qu'on vient d'évoquer et en plus, elles sont à leur compte, donc elles doivent demander de l'argent, remettre des séances, enfin voilà, elles doivent, continuer, bah, voilà et créer de l'argent. C'est pas comme tu parlais, tu sais, de cette personne qui serait, en salariat depuis des années, qui a un niveau de vie et cetera. En auto-entreprise, c'est souvent beaucoup plus, aléatoire et donc cette peur de manquer, que tu évoques et qui est énormément là, liée à l'avidité. Je ne suis plus dans le déni, ça y est, c'est bon et et on parlait en off de la taxe du care un petit peu, qui est une notion américaine, mais du fait que, les métiers du soin sont souvent moins payés, en plus moins bien payés que d'autres métiers qui, finalement sont, pas moins essentiels, mais si je vais le dire, moins essentiels, dans la vie. Comment, Ouais. tes thérapeutes, femmes, elles cumulent les problématiques, tu vois? Oui, oui. Femme à son compte, dans le care. Comment on J'aime bien, aller regarder moi, bah, ce dont on a un petit peu parlé déjà, c'est-à-dire, historiquement, culturellement, les femmes sont habituées, à faire ce qui est à faire. mmh, Le care en fait partie, oui. heu et elles ont toujours fait ça et sans demander de l'argent et tout à coup, faut, réinventer toute cette, tout ça et se mettre à demander de l'argent contre quelque chose qui est vu, perçu par nous, par, l'ensemble de la société comme: «Mais en fait, c'est normal de faire ça. C'est non en plus, tu sais le faire». Mmh. Et je crois qu'en plus même ça devait être gratuit à une époque, il me semble, par l'église ou un truc comme ça. Il y Non, avait un truc en où dans réalité, c'est pas je crois pas. Enfin, j'ai vu des choses qui étaient vraiment à l'inverse, le les soignantes, les personnes qui prenaient soin de la société et d'ailleurs, les guides spirituels, quelles que soient les obédiences, en font partie aussi, ce sont des personnes qui sont prises en charge par la communauté. Mmh. Et Et c'était ouais, pas une question alors pas une effectivement, question c'était d'argent. gratuit, mais elles étaient prises en charge par la communauté. Les sorciers, Nagual, en Amérique du Sud, et ben, en fait, on leur apporte un poulet. Les rebouteux, encore en France, on leur apporte des trucs à manger, ils disent: «Non, non, mais moi je veux pas d'argent», mais donc il y a toujours une forme d'échange. Oh, oui. Entre adultes, a priori, il y a un échange. Mmh. Il y a un nécessaire équilibre. Je donne ça, tu donnes ça. S'il y a un déséquilibre, c'est qu'on est en train de prendre soin et prendre soin, être sauveuse et crever la dalle, c'est pas cool, quoi. C'est pas c'est pas OK. On ne doit pas faire ça. Hem, il y a il y a il y a quelque chose de très, profond à déconstruire. C'est vrai que c'est systémique et cetera. Mais maintenant, ça fait quand même assez longtemps qu'on sait que, ah puis c'est vrai aussi que le développement personnel, même la psychothérapie, ça n'a que quoi, 150 ans? C'est pas c'est pas, inscrit, dans quelque chose de sociétal, nécessaire et cetera. On est encore dans quelque chose d'assez, neuf, le fait de prendre soin les uns des autres. Ce qui est pas le cas pour les médecins, ce qui est pas le cas pour les infirmières, ce qui est pas le cas pour les soignants, mais les accompagnants, c'est un endroit qui est, un peu, délicat. Donc il faut aller chercher au fond, ben, en fait, comment on désactive ça pour, être, profondément, comment, installé dans la valeur qu'on est en train de donner et du coup, c'est pas une question de prix là. C'est extrêmement important d'aller parler de la valeur et de la valeur de ce que l'autre reçoit.
extrêmement besoin, d'avoir quelqu'un avec qui tu peux parler et où ta parole est reconnue, où elle est entendue, où elle est écoutée, où elle est prise en considération, ça a quelle valeur dans ta vie ça? C'est c'est prodigieusement important. Probablement les dans notre civilisation, dans notre société, il y a 150 ans, les gens s'écoutaient peut-être davantage, hein. On était, beaucoup plus nourris, heu, pour notre besoin d'appartenance qu'on ne l'est aujourd'hui. Ça se trouve, on était moins individualistes. Et alors Pas c'était beaucoup moins, bah, oui, il y avait enfin, il y avait 60 fois plus de cafés, hein. Le nombre des cafés en 60 ans, donc depuis 2000, non, depuis 1970, le nombre des cafés a été divisé par 50. Divisé par 50. La famille a explosé, on connaît plus ses voisins, oui. il y avait des syndicats, il y avait des entreprises dans lesquelles on rentrait pour, 40 ans, 50 ans, enfin j'ai ou toute une carrière quoi. Il y avait tellement d'endroits d'appartenance que c'était totalement invisible qu'on avait besoin d'appartenance, c'était une évidence. On vivait avec, les anciens, on connaissait tous les gens qui habitaient à côté de chez nous, enfin, on allait à l'école, à la messe, et cetera, enfin, tout ça, c'était des endroits d'appartenance partout. C'était probablement beaucoup plus simple d'avoir autour de nous au moins une personne qu'on connaissait bien et qui allait pouvoir recevoir notre parole, en fait. Ces métiers d'accompagnement, ils sont aussi nouveaux pour ça, je suppose. Mais en tout cas, cette fonction du care là, ben, le fait de lui accorder de la valeur, ça ne coule pas de source, même si ça a une valeur, ça nourrit un besoin qui est, à mon sens, un des besoins les plus fondamentaux de l'être humain. On a besoin de se nourrir, on a besoin de se sentir en sécurité, on a besoin d'appartenir. Il y a eu des expériences, horribles qui ont été faites avec des tout petits enfants auxquels, enfin, on a dit aux nurses qui les Ouais, de pas leur parler. qui les soignaient, on va dire, qui leur donnaient à manger, qui changeaient leur linge, et cetera, de ne pas leur parler. C'était pour une autre raison, c'était pour savoir quel était le langage, de Ouais, base. universel de base. Hem Et ben, en fait, ils sont tous morts assez rapidement. Parce qu'ils ont on a l'être humain a besoin de liens, de soins, de care, tout simplement. Donc ça a une valeur prodigieuse et pour autant, on n'est pas habitué à aller parler de la valeur, on est habitué à aller parler des prix. C'est vrai. Le prix, c'est bête, hein. C'est, c'est basique, c'est je peux pas. La valeur, c'est tout à coup, ça nous demande, encore une fois, d'aller écouter nos ressentis, d'aller écouter nos priorités, d'aller écouter nos besoins, d'aller écouter nos émotions et cetera. Bien. Je crois qu'on a fait un bon tour là. Merci beaucoup. Est-ce que tu as d'autres choses que j'aurais pas abordées dans mes questions et tu aurais très envie de parler et que j'ai zappé? Mmh, non, tu disais, en off avant, quel serait le premier petit pas Ah oui, le premier petit pas, ouais. pour faire, pour faire la différence quoi, pour avancer différemment. Moi, je l'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure, mais c'est vraiment à chaque transaction, aller écouter qu'est-ce qui se passe en moi. Mmh. Qu'est-ce qui se passe en moi? Pour me connaître mieux, pour mieux nourrir mes besoins et cetera et cetera. Qu'est-ce qui se passe en moi? Quel est le besoin que je suis en train de nourrir? Quels sont les 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 ressentis, les croyances, les émotions là qui sont en train de se manifester? Et oui, voilà, et puis pas oublier pour la question des prix que on accompagne nos clients mmh, à transmuter leurs croyances, à ne pas en être les victimes et cetera. D'une certaine façon, il faut commencer, nous, Ouais. à ne pas fixer nos prix avec des croyances qu'on ne verrait pas. Merci beaucoup Fabienne. Où est-ce qu'on te retrouve? Si on veut, suivre ce que tu fais, regarder ta formation, tout ça? Eh bien,
me retrouve, sur internet. J'ai un site qui s'appelle écoledelargent.com. On me retrouve, et donc sur le site, on peut s'abonner à ma newsletter, ce sont les billets doux. Quand on est abonné à ma newsletter, on peut aussi participer au Café Fric, du coup, le premier samedi de chaque mois. On me retrouve à Marseille, au Café Fric, le dernier jeudi du mois, au Café de la Banque, évidemment. Hem J'adore. Et on me retrouve aussi, sur LinkedIn, Fabienne Dupuis, sur Instagram, Fabienne Dupuis, même si je suis, quand même de moins en moins sur les réseaux. Les réseaux? OK. Mais moi, je reçois ta newsletter, elle est très cool. Ah mais merci! Ah mais je savais pas que tu la recevais. OK, dernière question. Qui est-ce que tu auras envie d'entendre dans le podcast? Qui est-ce que j'ai envie d'entendre dans le Ouais, ou quel thème tu aurais envie d'entendre? C'est le truc pour moi, ça me donne des idées, tu sais? Parce qu'au bout d'un moment, je cale. ah écoute, j'ai fait une, formation à l'intuition l'année dernière avec Cédric et Claudine Esserméan et je les aime beaucoup. OK. Merci beaucoup Fabienne, d'avoir pris ce temps avec nous. C'est super sympa de ta part et de nous Merci avoir à toi expliqué pour tout ça. l'invitation. Et puis on te retrouvera aussi dans un projet secret en Oui. paix. Je n'en dis pas plus sur le projet secret pour l'instant, parce que je vais sortir ce podcast, je pense, cette semaine, tu vois? Dans la foulée. Mais, vous aurez des infos petit à petit. Encore un énorme Je merci. me réjouis d'avance. Oui, ça va être trop bien. Merci et puis bonne journée à toi. Merci à toi, Anna. Ce qui va rester avec moi après cet épisode, et j'espère que vous aussi vous aurez des points qui auront été impactants pour vous, c'est d'abord cette idée que notre rapport à l'argent, c'est pas une faille et c'est pas, parce qu'on est mal foutu, mal éduqué ou qu'on a raté un truc et que c'est vraiment un trauma systémique, comme l'a dit Fabienne, que c'est 3000 ans de patriarcat, comme je le disais en intro, toute une histoire qu'on a, nous les femmes, avec l'argent, l'autonomie, le rapport aux hommes et au patriarcat, que c'est aussi tout le rapport au capitalisme. Et j'ai aussi beaucoup aimé, l'archétype qui manque, la déesse mère, la confiance, l'interdépendance, ça vraiment, ça m'a marqué et qu'il ait disparu de notre façon de penser l'argent au moment où ce système s'est mis en place. Je trouve que c'est, pour le moins, ça se fait poser des questions. Et puis il y a aussi la distinction entre le prix et la valeur. Le prix, le basique qu'on va donner à quelqu'un, le 80 € la séance, 70 et cetera, ce qui est déjà souvent assez difficile à faire, pour les thérapeutes notamment, lorsqu'elles débutent. Et puis, cette valeur qu'on offre et pareil, qui est aussi assez difficile parce que quand on prend des problèmes de légitimité, cette impression de ne pas être assez formé, qui parfois est juste d'ailleurs, hein, quand on a fait, que 30 jours de formation en hypnose, on a le droit et c'est logique de se sentir pas légitime à accompagner des gens sur des problématiques parfois intenses et profondes et difficiles. Donc cette valeur qu'on offre, elle est pas si simple à, à appréhender, à s'en rendre compte, à discuter avec les clients et les clientes et ça me paraît intéressant aussi de ce travail là-dessus entre la valeur et le prix, même si, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on nous sort beaucoup en coaching, hein, ce qu'on offre n'a pas de valeur, du temps, de l'écoute et cetera. C'est, pour moi, c'est difficilement entendable parce que déjà oui, ça ça a une valeur et parce que ça nous met dans des positions, de pouvoir que je trouve compliquées. J'ai aussi énormément aimé l'idée du café fric, qu'a développé Fabienne et là, pour toutes celles qui ont des fois j'accompagne en marketing, en développement d'activité, hem, vraiment ces idées-là de faire des cafés, des petits ateliers comme, bah, les il y a les cafés de la mort qui existent aussi pour parler du deuil. C'est hyper intéressant pour rencontrer du monde, pour, heu, parler avec les gens, pour s'intéresser à eux, pour connaître leurs problématiques, pour, se faire connaître. Vraiment, pépite pour le coup. Au prochain épisode, je reçois Stéphanie Ayou encore et je suis trop contente et on va aborder un sujet qui mérite qu'on lui fasse de la place et qui finalement n'est que très rarement abordé de ce qu'elle me disait et je me rends compte qu'avec elle, sur le 1er épisode qu'on avait fait qui était, je crois, sur le traumatisme, on ne l'avait pas abordé non plus. C'est le deuil périnatal qui est quand même sa spécialité
Donc c'est un épisode qui va être, je pense, impactant et j'ai hâte, de vous le présenter puisque je l'enregistre de toute façon, très rapidement, donc il sortira sûrement la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute. Je vous rappelle que vous avez la fiche en description récap de cet épisode à télécharger. 2 pages, 3 pages de concepts clés avec une frise chronologique des droits financiers des femmes, des données sur les investissements, les investisseurs, les ressources de Fabienne. Bref, c'est gratuit, allez-y, faites-vous plaisir. Merci à vous. Si le podcast vous a plu, je vous encourage à le partager et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.